Je vais partir du premier plan du générique. Oui, bah tiens. Parce que j'ai l'impression que si déjà quelque chose, en fait, je n'avais pas remarqué la première fois, donc j'ai remarqué la deuxième. Donc c'est le plan sur le feu, là. Sur l'âtre. Et en fait, non, attends, je commence. Ouais. Et en fait, bêtement, je n'avais pas totalement compris ce plan la première fois, et je pense avoir mieux compris cette fois. C'est que j'ai l'impression qu'il raconte au moins deux choses qui m'intéressent par rapport à la suite du film. D'abord, c'est que c'est un portrait, et en fait, on ne sait pas tout de suite quand on le voit la première fois. Parce qu'évidemment, ce qu'on voit, c'est Feu de bois. Donc, c'est une annonce de l'identité du personnage, son surnom, de ce que ça trimballe, tout ça. Mais que par ailleurs, ça me semble raconter quelque chose qui est très très récurrent, et ça devient une vraie question. C'est que le feu de bois, c'est un espace auprès duquel on raconte des histoires. C'est un espace du récit, en fait. Traditionnellement, on se réunit autour du feu de bois, puis là, on se raconte des choses. Et en fait, le film est quand même beaucoup fondé sur tout ce qu'on n'a pas raconté, en fait. Tout ce qu'on n'a pas transmis, tout ce qu'on n'a pas dit. Ça construit vraiment le film, y compris cette formule-là, l'anaphore, je ne pourrais pas raconter avant le premier massacre, celui de l'enfant hors champ, tout ça. Et puis, du coup, la question du feu devient aussi une sorte de métaphore de ce qu'on ne peut pas montrer, qu'on fait à l'incendie du village, avec le massacre revanche du médecin, où tout à coup on reste très à distance, parce que ça, on ne peut pas montrer, on ne peut pas dire, on ne peut pas transmettre. Voilà, donc, indépendamment même du sort de ce premier plan et de ce que tu y as mis toi, comment est-ce que tu as construit ce film par rapport à ce projet de travailler sur l'indicible? J'allais dire, y compris par strate, parce que quand même, il y a l'indicible familial, il y a ce qu'on doit couvrir à tout prix, qui ne doit pas ressurgir d'ailleurs. C'est l'insulte de salope qui crée du coup le conflit, qui crée ensuite le retard, qui crée les conditions possibles du massacre, etc. Donc, voilà. Et donc comment cette question de l'indicible, à la fois familiale mais aussi historique, évidemment, devient structurant pour que tu puisses adapter ce roman de Laurent Bovigné. Voilà, c'est la question abstraite du jour. Ouais, même pas une demi-heure. Voilà, c'est ça, mais c'est l'idée. C'est la question unique. Je sais pas par quel bout prendre la question. C'est vrai que c'est à la fois la question de l'indicible et du non-dit. C'est Benjamin Stora qui dit la guerre d'Algérie, c'est le secret de famille de la France. Et Laurent Bovigné a eu l'intelligence et l'intuition de parler d'un secret de famille national à travers un secret de famille stricto sensu. Et que tout ça se mélange. Et je crois que si c'est le secret de famille de la France, c'est parce que derrière, il y a un peu de honte. On n'a pas envie d'entendre, on n'a pas envie de se rappeler, et puis certains n'ont pas envie de dire, mais finalement, c'est plus la peur d'entendre ce qui allait être dit que ce que les anciens combattants ne voulaient pas dire, parce que pour beaucoup, ils avaient juste une douleur à exprimer. Ils n'ont pas tous commis des horreurs. Ils n'ont pas tous connu les traumatismes non plus, selon l'endroit et l'année où ils y étaient. Il ne s'est pas passé des horreurs partout. Et donc, en revanche, Laurent avait envie de parler de ça, du traumatisme, du silence, et de l'indicible surtout, et des grandes violences. Donc c'est quand même un sujet intéressant pour un cinéaste, de dire l'indicible, de parler de l'immontrable, du pas représentable. Et puis c'est une vieille question en plus. Moi j'avais travaillé avec Rivette quand j'étais acteur, il y a longtemps, puis il avait écrit un article célèbre, ça s'appelait « Travailler de capot », qui parlait déjà de ça, de la représentation de ce qui n'est pas montrable. Et donc il y avait je trouvais que Laurent Bovigné, dans son livre, avait trouvé la solution. C'est-à-dire qu'à travers le soliloque, à travers un travail sur la représentation de la mémoire, avec des allers-retours de la mémoire, il n'y a pas de concordance des temps dans la mémoire. Il y
elle n'est pas chronologique, on se souvient d'un truc, et puis c'est un autre truc qui arrive, et puis tout se chevauche. Et comme Laurent, c'est un auteur introspectif, qui travaille beaucoup justement le monologue intérieur, la voix intérieure, le soliloque, et ben, ça permettait de dire ce qu'on ne pouvait pas montrer. Et en plus, de le dire de façon décalée, pas forcément réaliste, pas à travers des dialogues, mais à travers une voix, justement. Et on pouvait susurrer à l'oreille du spectateur ou de celui qui écoute. Donc voilà, c'est tout ça qui m'intéressait. Cela dit, ça parle aussi évidemment de la spécificité de la guerre d'Algérie par rapport aux autres guerres. Il y a d'ailleurs une séquence qui raconte ça, qui est la séquence où là on parle vraiment des faits de façon très directe, et en fait c'est les faits de la guerre de 14, c'est les tranchées, c'est Verdun, dans la bouche d'un arabe pour le coup, qui raconte sa guerre à lui et qui cherche dans l'autre la possibilité d'une correspondance familiale ou historique. Comment est-ce que tu as travaillé cette question-là, y compris, j'allais dire, en amont de l'adaptation, mais de la spécificité de la guerre d'Algérie par rapport à cette question-là de l'indicible, de la non-transmission, de son invisibilité sur les écrans, en particulier de sa faible visibilité sur les écrans. Ça, c'est quelque chose évidemment sur lequel Benjamin Stora est un des chercheurs et historiens les plus importants. Finalement, elle est plus visible sur les écrans que l'impression qu'on en a. Oui. Parce que ça commence avec le petit soldat de Godard, et ça va jusqu'à des films qui ne sont pas encore sortis, comme de nos frères blessés, qui va sortir bientôt. Et donc, il y a plus de films que ce qu'on pense. Et c'est comme la parole des appelés de l'époque qui n'a pas été écoutée. Les films, finalement, sont relativement peu vus pour certains, ou on n'en parle pas beaucoup. Mais il y en a, et il y en a plutôt plus que ce qu'on pense. Après, la question, c'était comment... Qu'est-ce que ça te raconte, toi, cette histoire particulière par rapport aux autres guerres? Ah oui, c'est ça. Il y a deux choses. Enfin, d'une part, il y a ce que je savais avant, ce qui m'intéressait, qui était l'idée que jusqu'à cette guerre-là, pour tout garçon né en Europe occidentale, il y avait à peu près une guerre par génération et qu'on nous y préparait. Je suis dans les derniers à avoir fait un service militaire obligatoire, mais jusqu'à ma génération, puis un peu après, voilà, on nous préparait à ça. Ça restait hypothétique, mais il n'empêche que la génération d'avant, enfin, en tout cas en France, la génération de la guerre d'Algérie, avant il y avait eu 40, avant il y avait eu 14, il y avait eu 70 avant, et on a l'impression, enfin moi en tout cas c'est l'impression que j'avais, c'est que depuis les Grecs, depuis Homère, finalement depuis l'Iliade, chaque génération avait sa guerre, et les garçons devaient être prêts à ça. Et les filles devaient être prêtes à voir mourir leurs enfants, leurs frères, leurs fiancés, etc. Et que c'était inscrit dans le destin de l'humanité d'avoir une guerre à peu près par génération. Ensuite, donc ça me perturbait ça. Et puis, enfin ça me perturbait, ça m'intéressait de travailler ça. Et puis il y a l'idée que cette guerre-là, la guerre d'Algérie, qui est finalement la dernière guerre française où les appelés ont été appelés massivement, elle a quelque chose de très différent avec les précédentes, c'est qu'il n'y a pas eu une mobilisation générale. C'est-à-dire que 14, 40, 39, tout le monde est appelé au front. Tous les hommes de 20 à 45 ans, la France entière, la nation se lève et va aux frontières pour défendre le pays. Là, non, c'est pas ça. On leur dit pas que c'est la guerre, déjà. Enfin, on ne le dit pas. C'est des événements. Et donc, ils y vont par conscription, quoi. C'est tous les 3 mois, il y a une classe qui part, et tous les 3 mois, normalement, il y en a une qui revient. Et donc, c'est petit à petit, comme ça se passe de façon insidieuse. C'est comme si c'était une guerre de basse intensité, comme si la France n'était pas en guerre, comme si... Et en tout cas, ce n'est pas des combattants, c'est les mecs qui font leur service militaire. Et ça va durer comme ça quand même très très longtemps, puisqu'il faudra encore 12 ans après la fin des hostilités, enfin après l'indépendance, pour qu'on reconnaisse un statut d'ancien combattant aux appelés qui l'ont fait. Et il faudra encore 27 ans de plus ou 25 ans de plus pour qu'on reconnaisse que c'est une guerre, officiellement. Donc il y avait des anciens combattants qui avaient un statut d'ancien combattant pour une guerre qui n'existait pas. C'était étrange. Et donc il s'est passé quelque chose à ce moment-là de très spécifique et qui a été assez lourd, je pense, pour les appeler. Parce qu'on leur enlevait quelque chose, on leur enlevait 2 ans de leur jeunesse, à une époque où la France changeait très très vite.
Et donc on leur a volé ces 2 ans, 2 ans et demi, presque 3 parfois. Et puis on n'a pas reconnu leur souffrance non plus, qui était pour beaucoup réelle. Petite dernière, puis après on va passer la parole à la salle. Je voudrais savoir comment tu as travaillé cette inclusion des archives, qui forcément sur un sujet comme ça sont des éléments importants, mais elles peuvent rester, j'allais dire, hors champ et travailler l'imaginaire du film. Là, tu choisis de les incruster à la fin du film, et du coup, elles prennent une espèce de force considérable, y compris dans leur positionnement par rapport à ce qui vient de nous être révélé. Et quelle était l'idée derrière cette focalisation à la toute fin du récit sur les documents d'archives dont on peut disposer? Pour moi, ça fonctionnait avec les voix off, en fait. C'est que les voix off étaient construites un peu comme de la musique, enfin comme certaines musiques dans la construction. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord un solo, et puis après ça se nourrissait d'une autre voix, puis à un moment, à la fin, c'est une espèce de chorale, et puis on revient au solo. Et donc les archives, elles arrivaient au moment du choral, c'est-à-dire au moment où on passe de l'histoire individuelle à l'histoire de France, à la mémoire collective, à l'histoire collective. Et les images d'archives, c'est nos souvenirs à tous, parce qu'on a tous vu ces images-là. Et puis ça raconte aussi des choses qu'ils n'ont pas forcément vues, eux, chacun individuellement. Il y a aussi les sons qui vont avec, les sons d'archives, la boîte de Gaulle, des choses comme ça. Tout à coup, c'est la grande histoire, parce qu'il y a les petites histoires de chacun qui rejoignent la grande histoire, tout en étant... Il y a un effet aussi pour chacun des personnages, Fabrice à Waterloo. C'est chacun voit le bout d'histoire auquel il est confronté au moment où il l'a fait, et c'est la somme de toutes ces histoires qui vont faire la grande. Et donc je trouvais que c'était important à un moment de quitter les histoires individuelles pour arriver à quelque chose qui les dépassait, de plus grand, et les prendre dans un bain et un mouvement historique. Madame. Bonjour. Je voulais savoir comment vous choisissiez vos mouvements de caméra, comment ça se travaille, comment vous créez, quels sont les paramètres sur lesquels vous basez ou non pour choisir ces différents mouvements. Le deuxième truc, c'est que je voulais savoir quand vous enchaînez les films, est-ce que vous vous dites, bon, j'aimerais bien parler de tel sujet, et du coup, sous quelle forme je vais vous donner, ou bien, tiens, j'ai fait un film policier, j'aimerais bien faire une romance, donc qu'est-ce qui me touche, ou bien est-ce que vous lisez quelque chose, vous voyez quelque chose qui vous intéresse, et que du coup, vous vous dites, je vais faire un film dessus. Ça, c'est le deuxième groupe. Et troisièmement, parce que tout le monde sait que pour faire des films, il faut de l'argent. Donc, est-ce que vous savez à l'avance à peu près combien vous allez pouvoir mettre dans un film et que vous adaptez par rapport à ça? Ou est-ce que après le film, vous essayez de trouver de l'argent et après, les deux, la plupart du temps, comment vous gérez aussi cette histoire de création du fait qui n'est pas évident non plus, parce que tout le monde sait malheureusement la place qu'elle a. Je vais répondre, madame, parce que ça arrive. Alors, première question, c'était sur le... Ah oui, les plans. C'est le cœur du problème, du plaisir d'ailleurs. À chaque fois, c'est une question. C'est la question du récit, c'est comment on raconte ce qu'on veut raconter, comment on fait avancer une histoire. Par moment, on a envie d'un visage, on a envie d'être très près. Et puis c'est ce dont on a besoin sur Jean-Pierre Daroussin, par exemple, quand il écoute, sur Catherine Fro, dans son récit, c'est des moments où on a envie de quelque chose de très intime. Après, on a envie de raconter à d'autres moments, de les inscrire dans un paysage, dans un décor, je serai plus large. Il y a d'autres moments où l'attention va venir du mouvement, parce que le travelling va être long. Il n'y a pas de réponse absolue. C'est à chaque fois, la question se pose au moment où je découpe la séquence. En fait, c'est à l'intérieur d'une séquence, on dit, aujourd'hui, pour cette séquence-là, qu'est-ce que je veux raconter, comment je le raconte, quelle va être la meilleure façon de raconter ce que je veux raconter, où je mets ma caméra, quelle est l'importance du décor, donc de la largeur du plan ou pas, est-ce qu'il faut découper, est-ce qu'il vaut mieux garder l'attention à l'intérieur du plan, ou est-ce qu'on monte... Voilà, c'est des questions comme ça. Des questions pratiques aussi parfois, en fonction du recul qu'on a ou pas, c'est parfois on est parfois très contraint. Mais d'une manière générale, c'est toujours le récit qui influe, pour moi en tout cas, le plan.
La deuxième question, c'était... Lucas, avant de relancer sur la deuxième question, je te coach juste pour citer 2 exemples précis de choses très singulières. Ouais. D'abord, j'ai l'impression que dans les conversations à table, qui sont assez déterminantes, et il y a beaucoup par ailleurs d'informations qui sont délivrées aux spectateurs, tu as un choix qui est d'exclure presque tout le temps un tiers qu'on découvre plus tard, de façon assez étrange, quand il y a des espèces de face-à-face comme ça. Il y a toujours un témoin, si j'ose citer partiellement un des titres de tes plus beaux films. Et du coup, ça, c'est un choix très singulier, par exemple, dans le découpage de l'espace de la conversation. Et puis, je citerai un deuxième exemple un peu particulier, puisqu'on évoquait les mouvements de caméra, qui est le plan en travelling avant sur la petite maison bleu-gris, là, en Algérie, qui, en fait, crée déjà une espèce de flottement, on se demande pourquoi, etc., et qu'on comprendra beaucoup plus tard dans le film, quand on verra les soldats hésiter à avancer pour aller découvrir le massacre des habitants de cette maison. Oui, c'est un subjectif en fait. C'est un subjectif d'une séquence qui est en fin, donc après le massacre, et que je mets à ce moment-là, qui est purement, c'est un effet, pur et simple, mais qui devait être intriguant. Enfin, c'était une façon de réveiller le spectateur qui risquait de s'endormir. Non, c'était plus l'idée d'alerter sur sa mémoire, sur ses paroles. Ça allait avec les photos qu'on découvre après. Et je voulais un effet d'étrangeté, quoi. Mais qui fonctionnait avec la voix off. Les 2 autres questions, c'était sur la question du budget, le rapport à la création. La deuxième, c'était sur comment on passe d'un genre à l'autre, d'un projet de film à l'autre. Ça dépend. Pas les 3 derniers, mais presque films, ce sont des adaptations. Donc c'est à rencontre avec un livre. Et donc voilà, mais il n'y a pas d'enchaînement thématique forcément. Et il n'y a pas non plus j'ai fait un policier, donc je vais faire une romance. Non, c'est pour Pas son genre, par exemple, qui est une romance. J'en ai entendu parler à la radio. Tout de suite, ça m'a intéressé, la façon dont c'était Clémentine Autain. Je faisais une critique du livre, et ça m'avait... la façon dont elle parlait, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire ce film-là. Et 1 heure après, j'avais été acheter le livre. Et voilà, parfois, c'est plus... Pardon. On parle de Montreuilloise qui est à l'origine du film. Absolument. Et puis, ça dépend. Parfois, c'est une idée un matin. Et puis, les livres, c'est la lecture du livre. Alors, sur le budget, globalement, ça fait 15 ans que j'ai toujours le même budget pour faire mes films. Donc, en coût constant, je dirais, j'ai de moins en moins d'argent. Et donc, il faut s'adapter à chaque fois. J'adapte ma façon de tourner au budget dont je dispose. Et puis globalement, ça se passe plutôt bien. Je ne suis pas le plus mal loti des cinéastes français, pas le mieux non plus. Je suis dans une espèce de ce qu'on appelle les films du milieu. Et puis je me débrouille avec ça. Et puis je suis assez heureux en fait, parce que beaucoup plus d'argent, un peu plus ça serait mieux, mais beaucoup plus je serais moins libre probablement. Et moins, je serais vraiment pas bien. Je pourrais plus raconter ce que je veux comme je veux. Donc là, je suis dans une espèce d'équilibre pas mal. Moi, je voulais vous remercier pour votre film. J'ai adoré le roman des hommes de Mauvigné. Je trouve que vous en avez fait une merveilleuse adaptation. Franchement, c'était pas gagné, parce que ce genre de sujet, c'est pas évident avec les différentes voix, etc. Et donc, j'ai 2 questions. C'était le choix des acteurs. Depardieu, Darroussin et Fro, en particulier Depardieu, parce que voilà, et que j'ai trouvé excellent vraiment dans ce film. Et la deuxième question, c'était est-ce que vous avez travaillé avec Laurent Mauvigné, est-ce que vous l'avez rencontré, est-ce que, enfin voilà, comment ça s'est fait au niveau de l'histoire, du récit. Merci. Alors sur les acteurs, Depardieu et Catherine se sont imposés dès la lecture. J'ai lu le livre à l'époque où il est sorti en 2009. Et quand je l'ai lu, tout de suite j'ai eu envie d'adapter. Et en lisant, je voyais Depardieu. Le personnage est décrit comme ça. J'en ai jamais parlé avec Laurent, mais c'est pas impossible qu'il y ait pensé aussi. Mais bon, ça dit ça. Il y a une part de récit familial à l'intérieur du livre, donc il y a peut-être d'autres références. Mais en tout cas, Depardieu s'imposait quand on lit le livre. Pour Catherine, je ne sais pas, elle m'évoquait Solange. Elle m'évoque Catherine Fro dans le côté à la fois on a envie de la protéger et en même temps elle est très protectrice. Elle a les 2 en même temps. Et on se dit qu'au cours d'une vie, elle a dû avoir besoin de la protection de Bernard, ou fait voir en tout cas Bernard, et que dans ce qu'on voit du film, c'est elle qui le protège. Elle est la dernière à l'appeler par son prénom, la seule,
elle est la seule à lui garder une part d'humanité, quoi. Et Catherine, elle raconte ça très bien. Enfin, je trouve qu'elle évoque ça, cette espèce de douceur, et puis elle peut être teigneuse aussi. Elle me touche beaucoup, Catherine, d'une manière générale. Jean-Pierre, c'était plus compliqué, parce que le personnage est très compliqué, en fait. Il est à la fois en retrait et narrateur. Donc c'est un regard, et quand il l'ouvre, en fait, c'est pour dire quelque chose. Mais il est beaucoup en voix off. Et donc, il fallait un acteur qui est capable de faire passer toute la complexité du personnage, parce qu'il n'est pas simple, sans rien dire, uniquement en regardant, même en se regardant lui-même jeune, des choses comme ça. Jean-Pierre, il peut faire ça très très bien, parce qu'il c'est un acteur qui est capable de se rendre très disponible, il est très à l'écoute de son metteur en scène, il a l'ego placé plutôt bien. Et donc, il a une façon d'aborder son métier d'acteur qui est assez chouette, donc il peut faire ça sans aucun problème. Et donc voilà, il s'est imposé, mais plus tardivement, je dirais. Après, pour les jeunes, c'est un casting classique. Hein, je ne connaissais pas ni les uns ni les autres, et donc j'ai cherché des jeunes. Donc c'est le conservatoire, c'est un peu tout, c'est des écoles, voilà. Bonsoir. Il y avait autre chose? Première question. Ah oui, Laurent Mauvillier. Mauvillier, je l'avais rencontré assez vite, un an, ouais, à peine, après la sortie du livre, parce que déjà, je m'intéressais aux droits, et les droits n'étaient pas libres. Mais on est resté plutôt bons camarades, on se donnait des nouvelles de temps en temps, et voilà. Et donc, quand j'ai pu acheter les droits du livre avec la production, on s'est revus, je lui ai proposé de travailler ensemble, et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu parce que pour lui, c'était une histoire ancienne, c'était un vieux livre, il n'avait pas envie nécessairement de revenir dessus. Et en plus, ça l'amusait beaucoup de voir ce que quelqu'un d'autre allait faire de son livre. Ça l'intéressait plus que de s'y recoller. Et je pense qu'il avait raison, en fait. C'était mieux. Parce que quand on est auteur, moi je vois hein, sur mes scénarios, on est attaché parfois à des trucs, on ne valent pas la peine, alors au cinéma on peut couper au montage, on peut s'accrocher longtemps à des trucs. Et puis je vois aussi tous les auteurs dont j'ai adapté un livre, enfin les deux précédents, ils n'ont pas eu envie de travailler sur le scénario. Donc je me dis qu'il ne doit pas... Ouais. Bonsoir, j'ai 3 questions. Vous avez tous 3 questions. Combien de journées de tournage? Combien d'heures de rush? Le prix du film? Et 4e, c'est quoi la musique du film? La fin du film, la fin du générique du film? Ah, le générique de fin, c'est un chanteur juif pied noir qui s'appelle Sali Malili. Et voilà, je trouve ça très 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 beau. Donc c'était combien ça coûte? Entre 4 millions et 4 millions et demi d'euros. Nombre de jours de tournage, une quarantaine. Et c'était quoi Combien d'heures? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne me pose pas la question. Je n'ai pas regardé, je retourne dans mes archives. Ce film magnifique, ce livre magnifique a vraiment le mérite de briser une certaine omerta, même si c'est vrai qu'il y a des choses dites et décrites. Mais là, ça fouille un peu au fond de ce qu'ont ressenti ces jeunes. Très intéressant. Et ça donne envie de tirer un peu le fil. Et je me demandais si vous aviez aussi cette envie de tirer ce fil et d'aller voir aussi de l'autre côté, du côté des combattants arabes, on dit Fellaini, je crois, qui ressentaient ce côté-là. Parce que c'est vrai que ça permettrait de faire un peu la balance et de voir que finalement la peur, l'angoisse, tout a été des deux camps, des deux côtés de la même façon, et que finalement c'est les mêmes des deux côtés. Et ça, enfin, moi, ça m'intéresserait. Alors, est-ce que c'est les mêmes des deux côtés? Je ne sais pas. D'une part, il y a des gagnants et des perdants, donc l'histoire a probablement été vécue et racontée différemment après. Après, il y avait l'implication, c'était comment dire, pourquoi nous combattons, comme disait les films de propagande de l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne suis pas sûr que les
les soldats français avaient la même motivation que les soldats de la LN, même si tous ils ne sont pas allés de bonne grâce, mais j'imagine. Mais c'est pas la même chose. Hein. Il y a d'un côté, il y a une guerre de libération avec un idéal, et puis de l'autre côté, il y a des gars qu'on oblige à aller, ils ne savent pas très bien pourquoi. Imaginez ceux qui partent en 59, 60, déjà on sait que c'est fini. On sait que De Gaulle, enfin que le gouvernement français est en train de négocier avec le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. Déjà il y a des négociations au vu d'une indépendance, et pourtant on continue à envoyer des gars se battre, ça n'a aucun sens. Et pourtant, donc je ne pense pas que ça soit tout à fait la même chose. Il n'empêche que c'est évidemment un film à faire aussi, ou des films à faire, bien sûr. Est-ce que c'est à moi de le faire? Ça, je ne sais pas, ça serait bien qu'un cinéaste algérien le fasse. Si, bonsoir à tout le monde, merci pour votre film. Je voudrais juste faire un témoignage, c'est qu'on parle toujours de la guerre d'Algérie, mais jamais du protectorat du Maroc. Et mon père a été au Maroc pendant 2 ans et demi, dans les mêmes conditions que ce qui s'est passé en Algérie. Voilà. Et vous avez oublié une autre guerre, c'est la guerre d'Indochine. Oui. Et donc, j'ai l'impression que ça n'en finissait jamais. Exactement, c'est sorti après la guerre de Corée, etc. Mais bon, au Maroc, mais comme c'était un protectorat, c'était pas un département français. Oui, il y a la Tunisie aussi. Ça dure moins longtemps. Tout ce que je veux dire. Mais mon père n'a jamais été considéré pour un ancien combattant. Ah bon? Ils n'ont pas eu le statut en même temps que c'est. Ah ouais, je sais. Merci. Où avez-vous tourné votre film? Et dans quel pays comptez-vous l'exporter? On a tourné au Maroc pour des raisons de facilité en fait. C'est compliqué aujourd'hui de tourner en Algérie. Là, on a tourné avant le début de la dernière révolution. Enfin, comment on appelle ça, l'Irak. Mais même avant, c'était compliqué. Ne fût-ce que pour des raisons d'infrastructure, mais aussi pour des raisons politiques. Et donc, on est allé en repérage en Algérie. Et puis, je me suis rendu compte que ce que j'y trouverais, à part des gens qui auraient été plus impliqués dans l'histoire qu'au Maroc, évidemment, mais à part ça, en termes de décor, ça, j'aurais pas gagné grand-chose. Donc, ce que je gagnais en tournant au Maroc était largement au-dessus de ce que je perdais. Après, les pays où je voudrais vendre partout. C'est comme tous les films, on a envie qu'ils soient, qu'ils tournent, qu'ils soient vus, que les gens parlent. Donc évidemment en Algérie, au Maroc, en Tunisie, mais ailleurs aussi. Maintenant, c'est difficile de vendre des films. Pour vendre des films français à l'étranger, il faut aller dans les festivals. Et les festivals, vous imaginez bien, c'est difficile de les tenir dans des conditions normales. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que le film de René Vauthier, Avoir 20 ans dans les Aurès, vous a, guidé d'une certaine manière ou pas? J'ai évidemment vu, j'avais vu il y a longtemps déjà, comme RAS de Boisset, comme ça, comme ce que j'ai lu. Moi, je me suis essentiellement appuyé sur le livre. Et donc, le Vauthier, qui est un beau film, qui a énormément de qualité, qui a beaucoup compté à son époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut en parler un peu différemment. Parce que Vauthier il a fait Avoir 20 ans dans les Aurès, il a fait aussi plein de courts-métrages, plein de documentaires. Je me souviens de Depardieu m'appelant pendant la préparation pour me montrer justement sur son téléphone des extraits de documentaires de Vauthier. Et donc j'ai appris plein de choses. Maintenant, ce travail-là a été fait, je dirais. Celui de Boisset, celui de Vauthier, celui d'autres. On peut maintenant parler d'une autre façon de cette guerre-là. Ils ont fait ce travail-là, et maintenant c'est à nous d'en faire un autre, qui est plus... ça serait d'en parler d'une façon plus apaisée, je dirais, de pas... eux étaient dans un cinéma très militant, de dénonciation, de montrer, en fait, ce que ça avait été. J'ai l'impression qu'ils ont été entendus
même si les films n'ont pas toujours été vus autant qu'ils l'auraient dû. Et maintenant, on peut raconter autre chose, un petit peu ce qu'ils ont raconté, parce que c'est vrai, et qu'il faut le dire et le redire, et puis passer à l'étape d'après, qui est comment raconter ça aux enfants, mais de façon plus générale et de façon moins partisane, au sens où on peut parler de politique différemment maintenant. La question de l'indépendance est réglée. Et quand on parle entre gens, je dirais, normaux, la question ne se pose plus, il n'y a plus à discuter du bien fondé des indépendances. Enfin, déjà à l'époque, il n'y avait pas vraiment de question à se poser, mais c'était très vif, on se faisait la guerre. Aujourd'hui, l'histoire a tranché. La colonisation était une monstruosité, il fallait en finir, et malheureusement, il a fallu passer par la guerre. On est, je pense, majoritaire, très largement, à le penser aujourd'hui. Il y a encore quelques-uns, quelques malades qui sont prêts à instrumentaliser cette période-là aujourd'hui. Donc on peut commencer à raconter autrement, et à raconter toutes les souffrances. Et là, c'est à la fois ce qu'a voulu faire Laurent, je pense, et ce que j'ai voulu faire avec le film, c'est de dire que le peuple algérien a souffert énormément. Mais les appelés français ont souffert aussi, à leur niveau. Les Pieds Noirs ont souffert à un point inouï aussi. Ils ont été victimes. Les Harkis, quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense de leur choix, la façon dont ça s'est passé, etc., finalement, c'est aussi des victimes dans cette histoire-là. Aujourd'hui, on peut le dire, on n'est plus dans l'idée de se dire, j'espère, c'était des collabos, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Non, l'histoire, on le sait, est beaucoup plus compliquée que ça. Et de toute façon, quel qu'a été leur choix, la façon dont la France les a traités, ça a été une horreur. Et ils sont victimes de cette histoire-là. Donc maintenant, on peut parler de tout ça. Je pense que dans les années 60, 70, non, on ne parlait pas de ça. On choisissait son camp et on était 10 ans après et on racontait les choses différemment. Moi, je dirais, en vous écoutant, il y a une élaboration qui se fait aujourd'hui pour ces hommes dans le film, mais pour nous aussi, pour tout le monde. Une élaboration qui devient possible avec aussi cette position d'ambivalence qu'on peut avoir. Cette position, justement, où les différents aspects de soi-même se heurtent, se comparent. Il y a du travail qui se fait. Pendant que je regardais le film, je pensais à ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire à cet égorgement, assassinat, et à ce qui se passe aussi, c'est-à-dire des positions tellement tranchées, comme quand dans le film ils disent c'est la France et on défend la France, une position terriblement tranchée, et puis pour les islamistes aujourd'hui, des positions terriblement tranchées, si on peut faire ce très mauvais film. Mais qui n'exclut pas une élaboration future, comme nous. Voilà, c'est ce parallèle-là que j'aurais envie de faire. C'est-à-dire qu'on est dans des mêmes démarches terribles, avec, après tout, des choses qui peuvent s'élaborer. Pour nous, comme pour eux. C'est pas une question. Non, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer l'armée de libération nationale en Algérie à l'époque et le jeune homme qui a coupé la vie. J'ai pas dit ça. Voilà, je pense qu'on n'est pas dans le même... C'est pas ce que je dis. Non, mais en disant que... Donc je suis pas sûr que ça fasse vraiment écho, en fait. Comment ça? Mais peut-être. Après, le geste qu'opère le film, c'est aussi de réinscrire dans l'histoire, puisque, par exemple, il y a cette comparaison avec Oradour par 2 fois, il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme principe, voilà, tout ça est effectivement dans la précoute d'écriture. Oradour, à l'époque, si on remet dans le contexte, c'est que les appelés d'Algérie sont nés entre 1934 et en gros 1942. C'est-à-dire que c'est tous des enfants de l'occupation. Ils ont tous été gamins dans une France occupée. Ils ont eu peur, ils ont entendu le bruit des bosses, ils ont été
comment dire, ils ont grandi avec le récit d'Oradour qui a été quand même un traumatisme national et pendant longtemps. À ce moment-là, c'est encore extrêmement vivace. Et on a par exemple un éditorial d'Hubert Boveri dans Le Monde en 1956 qui fait référence à Oradour. Oradour, c'est même dans les témoignages qu'on a des anciens appelés, souvent ils disent on pensait à Oradour, on a brûlé ce village. Et ils y ont tous pensé, beaucoup, ceux qui ont commis ce genre de choses, qui ont vu brûler des villages, un village en feu avec des gens massacrés. Pour eux, tout de suite, ça faisait écho à Oradour. C'est pour ça que j'en parle. J'en parle d'autant plus fort, je dirais, j'étais d'autant plus heureux d'en parler, ou en tout cas je pensais qu'il fallait le faire, parce qu'en faisant le casting du film, les jeunes de 20 ans, la moitié ne savaient pas de quoi je parlais. Enfin, ils ne savaient pas ce que c'était Oradour. C'est quand même assez surprenant. Je croyais qu'on apprenait ça à l'école. Fut un temps. Et c'était dans le roman, ça, ou c'est un ajout que tu as fait, toi? Oradour, je ne me souviens plus. Non, dans le roman. Il y a des choses que tu as coupées entièrement dans l'adaptation? Ah ben oui, le roman fait 500 pages, 450. Et du coup, il y a des choix que tu peux résumer de façon un peu... Mais par exemple, il y a un choix que j'ai beaucoup regretté et qui était impossible à mettre dans le film, où il racontait l'arrivée de Saïd dans le village. Il y avait l'histoire de Saïd qui était développée, elle prend 10-15 pages, où il raconte qu'il est arrivé la première fois. En gros, c'est quand Daroussin dit, monsieur le maire, tu te souviens de la première fois où tu as vu un arabe? Et puis il raconte l'arrivée de Saïd dans le village, et c'est assez joli, enfin, l'histoire de Saïd, enfin, je trouvais que c'était important. Et puis il n'y avait pas la place quoi, dans le film, c'était un film en soi, presque, l'histoire de Saïd et sa femme. Et donc j'ai gardé au maximum ce que je pouvais, et même ça, à un moment, ça n'a pas fait l'unanimité au moment du scénario. Par exemple, Saïd chez lui, avec ses enfants, après l'agression, quand il leur parle, on se disait, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette voix off de Saïd? Moi, je pensais que oui, parce que sinon, ça devenait uniquement, comment le personnage de Saïd, on lui enlevait sa part d'humanité. C'était plus un être humain, c'était une idée, c'était une façon, c'était une utilité, comme on disait, dans le scénario. Mais je ne voulais pas ça. Je voulais, même s'il y était un tout petit peu, qu'il y ait un peu de cette histoire-là. L'histoire de quand il veut des syndicats, ce genre de choses. Dans cette période-là du film, il y a une chose qui m'a refrappé là, c'est l'ellipse au moment de l'agression de la femme dans le garage. Parce qu'évidemment, tout à coup, on prend conscience qu'en fait, ce qu'on ne voit pas est aussi important que ce qu'on voit, et que le film va aussi parler de ça, les trous de l'histoire, de ce qui nous manque dans le récit. Oui. Ce mot omerta, je ne l'aime pas trop, mais là, je pense qu'il est tout à fait adapté. Mon grand-père, les deux grands-pères sont allés à la guerre de 14-18. À ma connaissance, ils n'ont pas parlé de grand-chose quand ils sont rentrés. Mon père n'a pas fait la guerre, mais il a été envoyé au STO et il ne m'a pas vraiment raconté ce qui s'était passé. J'ai un cousin germain qui est allé à la guerre d'Algérie, qui n'a pas raconté grand-chose non plus. Il y a quelques années de ça, on a rendu hommage aux derniers soldats de la guerre de 14-18. Il est mort maintenant, bien sûr. Pour ceux de la guerre de 39-45, c'est à peu près pareil. Et je pense que, alors à ma connaissance, mais je ne connais pas tout, on n'a pas fait encore de grands documentaires sur la guerre d'Algérie en interviewant, en demandant des souvenirs de ces appelés qui ont entre 80 et 90 ans maintenant. Il ne faudrait peut-être pas attendre que le dernier soit disparu pour s'y intéresser. Alors, je ne sais pas s'il y a des documentaristes dans la salle, mais peut-être que ça vaudrait le coup de le faire. Il y a surtout le film de Bertrand Tavernier qui s'appelle La guerre sans nom, qui est ça, c'est 2 heures, il est long, je crois que ça ne fait pas plus de 2 heures, 2 heures et demie. Ce sont que des témoignages et très... Et après, c'est un peu comme les films sur la guerre d'Algérie. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y a plein par exemple, alors, pas toujours avec des qualités de cinéma, mais en tout cas très intéressants sur les témoignages. Plein de films faits pour la télé. Sur France 3, on a fait pas mal. France 3 Régions. Et donc, on voit remonter plein de témoignages et qui font sens. Après, les historiens aussi
font leur travail. Là, il y a un livre, par exemple, d'une historienne qui s'appelle Raphaël Branche, qui est un livre assez passionnant, avec un regard très très différent sur les appelés, et notamment sur les femmes autour. Elle travaillait sur les familles autour des appelés, et notamment les femmes, les mères, les fiancées, les sœurs. C'est assez passionnant, et on a plein de récits. Donc oui, les gens travaillent quand même. Et donc il y a des images, il y a des récits, et il y a des témoignages. Je conclue sur une sorte de parallèle dans l'entretien que vous faites tous les deux avec Benjamin Stora. Il dit que le cinéma est vraiment nécessaire parce que les écrits, les travaux d'historiens, etc., sont plus confidentiels. Et en fait, ce qui me frappe dans les réponses que tu as faites, c'est oui, mais en fait, on ne voit pas tellement non plus les films qui ont été faits, ils sont peu vus, peu diffusés parfois. Et en fait, je pense vraiment que ce film-là va faire événement quand il sortira. On dit ça comme ça. Parce que tout à coup, il apporte une dimension romanesque, intime et politique à la fois, et un autre regard sur l'histoire qui lui donne une ampleur et une capacité d'atteindre les foules que probablement aucun autre n'a eu sur ce même sujet. Et, donc pour conclure, pour enchaîner sur ce que tu dis, sur le fait que les livres soient moins lus que les films sont vus, quand on dit que les films ne sont pas beaucoup vus, RAS a dû faire 250 000 entrées, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de livres qui parlent de la guerre d'Algérie qui aient fait 250 000, qui soient vendus à 250 000. Le Gauthier, je ne sais pas combien il a fait d'entrées, mais c'est un film qui a été vu, les films passent à la télé, et la fiction a quand même une espèce de pouvoir, pas de séduction, mais la capacité à raconter les choses intimement. Et ça, c'est quand même assez fort. Et pour le reste, on a assez l'augure. Luc Abelmo, et bonne soirée, ne vous prenez pas évidemment.